Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette petite vidéo de lecture, vous êtes sur la chaîne Mes Vieilleries. Je vous présente aujourd'hui le chapitre 2 de Taureau de la simplicité. Ce bouquin-là, qu'on a commencé, juste, voilà, il y a il y a une vidéo avant, vous l'avez sûrement vu. Si vous ne l'avez pas vu, plutôt écoutez, parce qu'on s'en fiche de ma gueule, je vous invite à aller découvrir la première partie, voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire partager, en fait, une collection, Folio Sagesse, que j'aime beaucoup, je vous invite à acheter si jamais vous avez un petit peu d'argent. Là, ça vaut 3,50€ le bouquin, c'est pas la folie, quoi. Et franchement, je vous assure qu'il y a des trucs. Donc là, on le découvre ensemble. On va lire, donc on a lu déjà Économie, qui était le premier chapitre, plus l'intro. J'ai expliqué un petit peu le concept de cette série de vidéos, et puis j'ai parlé un petit peu de Henry David Thoreau. Je pense que ça se prononce comme ça, et là on va arriver sur le deuxième chapitre, où je vécus, et ce pourquoi je vécus. Donc pareil, hein, je découvre complètement le livre avec vous. Ensuite il y aura lecture, bruit, solitude, le printemps et conclusion. Et une fois qu'on aura fini tout ça, on pourra parler un peu en commentaire, excusez-moi, pour ceux ou celles qui auraient suivi cette lecture, de ce que vous en avez pensé, de ce que ça vous a suscité, ce que ça a suscité chez vous, les émotions que vous avez ressenties, la philosophie qui en ressort, les conclusions, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a déplu, est-ce que vous pensez qu'il dit de la merde, ou autre, et moi je vous donnerai aussi mon avis, bien entendu, sur une vidéo adaptée. Voilà. Il s'agit d'une réflexion sur la société moderne, une éloge de la vie simple, par l'une des figures de proue de la littérature américaine. Et j'étais en train de faire une course avant, donc j'ai fait bien entendu 1 heure de voiture, hop. Ça, je sentais que j'en avais besoin, parce que sinon ça va être compliqué. Allez, en tout cas j'espère que vous allez bien, tous et toutes autant que vous soyez. Où je vécus, et ce pourquoi je vécus. Taureau de la simplicité, 2e chapitre. À certaines époques de notre vie, nous avons coutume de regarder tout endroit comme le site possible d'une maison. C'est ainsi que j'ai inspecté de tous côtés la campagne dans un rayon d'une 12aine de milles autour de là où j'habite. En imagination, j'ai acheté toutes les fermes successivement, car toutes étaient à acheter, et je sus leur prix. Je parcours le bien fond de chaque fermier, en goûtai les pommes sauvages, m'y entretins d'agriculture, pris la ferme pour la somme qu'on en demandait, pour n'importe quelle somme, l'hypothéquant en pensée au profit du propriétaire, même l'estimait plus haut encore, pris tout sauf suivant acte, pris la parole du propriétaire pour son acte, car j'aime ardemment causer, la cultiver, la ferme, et lui aussi jusqu'à un certain point, j'ose dire, puis me retirer lorsque j'en eus suffisamment joui, la laissant la faire marcher. Cette expérience me valut de passer aux yeux de mes amis pour une sorte de courtier en immeuble. N'importe où je m'asseyais là, je pouvais vivre, et le paysage irradiait de moi en conséquence. Qu'est-ce qu'une maison sinon un sedes, un siège? Mieux si un siège de campagne. Je découvris maints sites pour une maison non apparemment à utiliser de sitôt, que certains auraient jugé trop loin du village, alors qu'à mes yeux c'était le village qui en était trop loin. Oui, je pouvais vivre là, disais-je, et là je vécus, durant 1 heure, la vie d'un été, d'un hiver, compris comme je pourrais laisser les années s'enfuir, venir à bout d'un hiver et voir le printemps arriver. Les futurs habitants de cette région, où qu'ils puissent placer leur maison, peuvent être sûrs d'avoir été devancés. Un après-midi suffisait pour dessiner la terre en verger, partie de bois et pacage, comme pour décider quel beau chêne ou pin serait à laisser debout devant la porte, ou d'où le moindre arbre frappé par la foudre pouvait paraître à son avantage, sur quoi je laissais tout là, en friche peut-être, attendu qu'un homme est riche en proportion du nombre de choses qu'il peut arriver à laisser tranquille. Mon imagination m'entraîna si loin que j'éprouvais même le refus de plusieurs fermes. Le refus était tout ce que je demandais, mais n'eus jamais les doigts brûlés par la possession effective. Le vieux Caton, dont le Dere Rustica est mon cultivator, dit, est la seule traduction que j'en ai vue fait du passage une pure absurdité. Je cite. « Si vous songez à prendre une ferme, mettez-vous bien dans l'esprit de ne pas acheter les yeux fermés ni épargner vos veines pour ce qui est de la bien estimer, et ne croyez pas qu'il suffise d'en faire une fois le retour. Plus souvent vous vous y rendez, plus elle vous plaira, si elle en vaut la peine. » Fin de citation. Je crois que je n'achèterai pas les yeux fermés,
mais en ferai et referai le tour aussi longtemps que je vivrai, et commencerai par y être enterré pour qu'à la fin, elle ne m'en plaise que davantage. Le présent fut mon essai suivant de ce genre, que je me propose de décrire plus au long, par commodité, mettant l'expérience de 2 années en une seule. Je l'ai dit, je n'ai pas l'intention d'écrire une ode à l'abattement, mais de claironner avec toute la vigueur de Chanteclair au matin. Jucher sur son juchoir, quand ce ne serait que pour réveiller mes voisins. Lorsque, pour la première fois, je fixai ma demeure dans les bois, c'est-à-dire commençai à y passer mes nuits aussi bien que mes jours, ce qui, par hasard, tomba le jour anniversaire de l'indépendance, le 4 juillet 1845, ma maison, non terminée pour l'hiver, n'était qu'une simple protection contre la pluie, sans plâtrage ni cheminée, les murs en étant de plaques raboteuses, passées au pinceau des intempéries avec de larges fentes, ce qui la rendait fraîche la nuit. Les étais verticaux, nouvellement taillés, la porte fraîchement rabotée et l'emplacement des fenêtres lui donnaient un air propre et aéré, surtout le matin, alors que la charpente en était saturée de rosée, au point de me laisser croire que vers midi il en exsudait quelques gommes sucrées. À mon imagination, elle conservait au cours de la journée plus ou moins de ce caractère auroral, me rappelant certaines maisons sur une montagne que j'avais visitée l'année précédente. C'était celle-ci une case exposée au grand air, non plâtrée, faite pour recevoir un dieu en voyage, où pouvait une déesse laisser sa robe traîner. Les vents qui passaient au-dessus de mon logis étaient de ceux qui courent à la cime des monts, porteurs des accents brisés ou des parties célestes seulement de la musique terrestre. Le vent du matin souffle à jamais, le poème de la création est ininterrompu, mais rares sont les oreilles qui l'entendent. L'Olympe n'est partout que la capsule de la Terre. Je me trouvais installé sur le bord d'un petit étang, à 1 mille et demi environ du sud du village de Concorde, et tant soit peu plus haut que lui, au milieu d'un bois spacieux qui s'étendait entre cette bourgade et Lincoln, et à 2000 environ au sud de ce seul champ que nous connaissent la renommée, le champ de bataille de Concorde, mais j'étais si bas dans les bois que la rive opposée, à un demi-mille de là, couverte de bois comme le reste, était mon plus loin horizon. La première semaine, toutes les fois où je promenais mes regards sur l'étang, il me produisit l'impression d'un Tarn, petit lac parmi les montagnes. En l'air, sur le seul flanc d'une montagne, son fond bien au-dessus de la surface des autres lacs, et au moment où le soleil se levait, je le voyais rejeter son brumeux vêtement de nuit pour, çà et là, peu à peu, révéler ses molles rides ou le poli de sa surface réfléchissante, pendant que les vapeurs, telles des fantômes, se retiraient furtivement de tous côtés dans les bois, ainsi qu'à la sortie de quelques conventicules nocturnes. La rosée même semblait s'accrocher aux arbres plus tard dans le jour que d'habitude, comme sur les flancs de montagne. Quoique de ma porte la vue fût encore plus rétrécie, je ne me sentais le moins du monde à l'étroit plus qu'à l'écart. Il y avait suffisante pâture pour mon imagination. Le plateau bas de chênes arbrisseaux jusqu'où s'élevait la rive opposée de l'étang s'étendait vers les prairies de l'ouest et les steppes de la Tartarie, offrant place ample à toutes les familles d'hommes vagabondes. Je cite. « Il n'est d'heureux de par le monde que les êtres qui jouissent en liberté d'un large horizon. » Fin de citation. Disait Damodara, lorsque ses troupeaux réclamaient de nouvelles et plus larges pâtures. Lieu étant à la fois se trouvait changé, et je demeurais plus près de ces parties de l'univers et de ces aires de l'histoire qui m'avaient le plus attiré. Où je vivais était aussi loin que maintes régions observées de nuit par les astronomes. Nous avons coutume d'imaginer des lieux rares et délectables en quelques coins reculés et plus célestes du système, derrière la chaise de Cassiopée, loin du bruit et de l'agitation. Je découvris que ma maison avait bel et bien son emplacement en telle partie retirée, mais à jamais neuve et non profanée de l'univers. S'il valait la peine de s'établir en ces régions voisines de la Pléiade ou des Hyades, d'Aldébrane ou d'Altaïr, alors c'était bien là que j'étais, ou à une égale distance de la vie que j'avais laissée derrière, rapetissé et clignant de l'œil avec autant d'éclat à mon plus proche voisin et visible pour lui par les seules nuits sans lune. Telle était cette partie de la création où je m'étais établi. There was a shepherd that did live, and held his thoughts as high, as were the mounts whereon his flocks did wholly feed him by.
Il était une fois un berger qui tenait ses pensées aussi hautes, qu'étaient hauts les monts où ses troupeaux, d'heure en heure, allaient le nourrissant. Que penserions-nous de la vie du berger si ses troupeaux s'éloignaient toujours vers des pâturages plus élevés que ses pensées? Il n'était pas de matin qui ne fût une invitation joyeuse à égaler ma vie en simplicité, et je peux dire en innocence, à la nature même. J'ai été un aussi sincère adorateur de l'aurore que les Grecs. Je me levais de bonne heure et je me baignais dans l'étang. C'était un exercice religieux et l'une des meilleures choses que je fisse. On prétend que sur la baignoire du roi Qing Tang, allusion à la grande étude d'Axue, des caractères étaient gravés à cette intention. Je cite « Renouvelle-toi complètement chaque jour et encore et encore et encore, à jamais. » Fin de citation. Voilà que je comprends. Le matin ramène les âges héroïques. Le léger bourdonnement du moustique en train d'accomplir son invisible et inconcevable tour dans mon appartement à la pointe de l'aube, lorsque j'étais assis, portes et fenêtres ouvertes, me causait tout autant d'émotions que l'eût pu faire nulle trompette qui jamais chanta la renommée. C'était le requiem d'Homère, lui-même une Iliade et Odyssée dans l'air, chantant son ire à lui et ses courses errantes. Il y avait là quelque chose de cosmique, un avis constant jusqu'à plus ample informé de l'éternelle vigueur et fertilité du monde. Le matin, qui est le plus notable moment du jour, est l'heure du réveil. C'est alors qu'il est en nous le moins de somnolence, et pendant 1 heure, au moins, se tint éveillé quelque partie de nous-mêmes, qui tout le reste du jour et de la nuit sommeille. Il n'est guère à attendre du jour, s'il peut s'appeler un jour, où ce n'est point notre génie qui nous éveille, mais le toucher mécanique de quelques serviteurs, où ce n'est point, qui nous éveille, notre reprise de force ni nos aspirations intérieures, accompagnées des ondes d'une céleste musique, en guise de cloche d'usine, et alors qu'un parfum rempli d'air, pour une vie plus haute que celle d'où nous tombâmes endormis, ainsi la ténèbre porte son fruit, éprouve son bienfait, non moins que la lumière. L'homme qui ne croit pas que chaque jour comporte une heure plus matinale, plus sacrée, plus aurorale qu'il en a encore profané à désespérer de la vie, et suit une voie descendante, de plus en plus obscure. Après une cessation partielle de la vie des sens, l'âme de l'homme, ou plutôt ses organes, reprennent vigueur chaque jour, et son génie essaie de nouveau quelle vie noble il peut mener. Tous les événements notables, dirais-je même, ont lieu en temps matinal et dans une atmosphère matinale. Les Védas disent, je cite, « Toute intelligence s'éveille avec le matin ». Fin de citation. La poésie et l'art, et les plus nobles comme les plus notables actions des hommes, datent de cette heure-là. Tous les poètes, tous les héros sont, comme Memnon, les enfants de l'aurore, et émettent leur musique au lever du soleil. Pour celui dont la pensée élastique et vigoureuse marche de pair avec le soleil, le jour est un éternel matin. Peu importe ce que disent les horloges ou les attitudes et travaux des hommes. Le matin, c'est quand je suis éveillé et qu'en moi, il est une aube. La réforme morale est l'effort accompli pour secouer le sommeil. Comment se fait-il que les hommes fournissent de leur journée un si pauvre compte s'ils n'ont passé le temps à sommeiller? Ce ne sont pas si pauvres calculateurs. S'ils n'avaient succombé à l'assoupissement, ils auraient accompli quelque chose. Les millions sont suffisamment éveillés pour le labeur physique, mais il n'en est sur 1 million qu'un seul de suffisamment éveillé pour l'effort intellectuel efficace. Et sur 100 millions, qu'un seul a une vie poétique ou divine. Être éveillé, c'est être vivant. Je n'ai jamais encore rencontré d'homme complètement éveillé. Comment eussé-je pu le regarder en face? Il nous faut comprendre à nous réveiller et tenir éveillés non grâce à des secours mécaniques, mais à une attente sans fin de l'aube, qui ne nous abandonne pas dans notre plus profond sommeil. Je ne sais rien de plus encourageant que l'aptitude incontestable de l'homme à élever sa vie grâce à un conscient effort. C'est quelque chose d'être apte à peindre tel tableau ou sculpter une statue, et ce faisant rendre beaux quelques objets. Mais que plus glorieux il est de sculpter et de peindre l'atmosphère comme le milieu même que nous sondons du regard, ce que moralement il nous est loisible de faire. Avoir action sur la qualité du jour, voilà le plus élevé des arts. Tout homme a pour tâche de rendre sa vie jusqu'en ces détails dignes de la contemplation de son heure la plus élevée et la plus sévère. Rejeterions-nous tel méchant avis qui nous est fourni, ou plutôt en userions-nous jusqu'à parfaite usure, que les oracles nous instruiraient clairement de la façon dont nous devons nous y prendre.
Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner. Non pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère. Plus que ne voulait pratiquer la résignation, s'il n'était tout à fait nécessaire. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie, couper un large andin et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa plus simple expression, et, si elle se découvrait mesquine, eh bien alors, en tirer l'entière authentique mesquinerie, puis divulguer sa mesquinerie au monde, ou si elle était sublime, le savoir par expérience et pouvoir en rendre un compte fidèle dans ma suivante excursion. Car pour la plupart, il me semble, les hommes se tiennent dans une étrange incertitude à son sujet, celle de savoir si elle est du diable ou de Dieu, et ont quelque peu hâtivement conclu que c'est la principale fin de l'homme ici-bas que de glorifier Dieu et s'en réjouir à jamais. Citation. Encore vivons-nous mesquinement, comme des fourmis, quoique, suivant la fable, il y ait longtemps que nous fûmes changés en hommes. Tels des pygmées, nous luttons contre des grues. C'est là erreur sur erreur, rapiessage sur rapiessage, et c'est une infortune superflue, autant qu'évitable, qui fournit à notre meilleure vertu l'occasion de se manifester. Notre vie se gaspille en détail. Un honnête homme n'a guère besoin de compter plus que ses 10 doigts, ou dans les cas extrêmes peut-il ajouter ses 10 doigts de pied et mettre le reste en bloc. De la simplicité, de la simplicité, de la simplicité. Oui, que vos affaires soient comme 2 ou 3, et non 100 ou 1000, au lieu d'1 million compté par demi-douzaine, et tenez vos comptes sur l'ongle du pouce. Au centre de cette mer clapoteuse qu'est la vie civilisée, tels sont les nuages et tempêtes et sables mouvants et 1001 détails dont il faut tenir compte, que s'il ne veut sombrer et aller au fond sans toucher le port, l'homme doit vivre suivant la route estimée. Or, grand calculateur en effet doit être qui réussit. Simplifiez, simplifiez. Au lieu de 3 repas par jour, s'il est nécessaire, n'en prenez qu'un. Au lieu de 100 plats, 5, et réduisez le reste en proportion. Notre vie est comme une confédération germanique, faite de tout petits États, aux bornes à jamais flottantes, au point qu'un Allemand ne saurait vous dire comment elle est bornée à un moment quelconque. La nation elle-même, avec tous ses prétendus progrès intérieurs, lesquels, soit dit en passant, sont tous extérieurs et superficiels, n'est autre qu'un établissement pesant, démesuré, encombré de meubles, et se prenant les pieds dans ses propres frusques, ruiné par le luxe, comme par la dépense irréfléchie, par le manque de calcul et de visée respectable, à l'instar des millions de ménages que renferme le pays, et l'unique remède pour elles, comme pour eux, consiste en une rigide économie, une simplicité de vie et une élévation de but rigoureuse et plus que spartiate. Elle vit trop vite. Les hommes croient essentiel que la nation et un commerce exportent de la glace, causent par un télégraphe et parcourent 30 000 à l'heure, sans un doute, que ce soit eux-mêmes ou non qui le fassent, mais que nous vivons comme des babouins ou comme des hommes, voilà qui est quelque peu incertain. Si au lieu de fabriquer des traverses, et de forger des rails, et de consacrer jour et nuit au travail, nous employons notre temps à battre sur l'enclume nos existences pour les rendre meilleures, qui donc construira des chemins de fer ? Et si l'on ne construit pas de chemin de fer, comment atteindrions-nous le ciel en temps ? Mais si nous restons chez nous à nous occuper de ce qui nous regarde, qui donc aura besoin de chemin de fer ? Ce n'est pas nous qui roulons en chemin de fer, c'est lui qui roule sur nous. Avez-vous jamais pensé à ce que sont ces dormants qui supportent le chemin de fer ? Chacun est un homme, un Irlandais ou un Yankee. C'est sur eux que les rails sont posés. Ce sont eux que le sable recouvre. C'est sur eux que les wagons roulent sans secousse. Ce sont de profonds dormants, je vous assure. Et peu d'années s'écoulent sans qu'on en couche un nouveau tas sur lequel encore on roule, de telle sorte que, si quelques-uns ont le plaisir de passer sur un rail, d'autres ont l'infortune de se voir passer dessus. Et s'il arrive qu'on passe sur un homme qui marche en son sommeil, dormant, surnuméraire dans la mauvaise position, et qu'on le réveille, voilà qu'on arrête soudain les wagons et pousse des cris de pan, comme s'il s'agissait d'une exception. Je suis bien aise de savoir qu'il faut une équipe d'hommes par 5000 pour maintenir les dormants en place,
et de niveau dans leur lit tels qu'ils sont. Car c'est signe qu'ils peuvent, à quelques jours, se relever. Pourquoi vivre avec cette hâte et ce gaspillage de vie? Nous sommes décidés à être réduits par la faim avant d'avoir faim. Les hommes déclarent qu'un point fait à temps en épargne 100, sur quoi les voilà faire 1000 points aujourd'hui pour en épargner 100 demain. Du travail, nous n'en avons pas qui tire à conséquence. Ce que nous avons, c'est la danse de Saint-Guy, sans possibilité. Je le crains de nous tenir la tête tranquille. M'arriva-t-il seulement de donner quelques branles à la corde de la cloche paroissiale, comme pour sonner au feu, c'est-à-dire sans laisser reposer la cloche, qu'il n'y aurait guère d'hommes sur sa ferme aux environs de Concorde, malgré cette foule d'engagements qui lui servirent tant de fois d'excuses ce matin, ni de gamins, ni de femmes, dirais-je presque, pour ne pas tout planter là et suivre la direction du son, non point tant dans le but de sauver des flammes ou bien dans le but de sauver des flammes un bien quelconque que faut-il confesser la vérité? Dans celui surtout de le voir brûler, puisque brûler il doit, et que ce n'est pas nous, qu'on le sache, qui avons mis feu, ou dans celui de le voir éteindre, et d'être pour quelque chose dans cette extinction. Si l'ouvrage est tant soit peu bien fait, oui, s'agit-il de l'église paroissiale elle-même. À peine un homme fait-il un somme d'une demi-heure après dîner, qu'en s'éveillant il dresse la tête et demande « Quelle nouvelle ?» Comme si le reste de l'humanité s'était tenu en faction près de lui. Il en est qui donnent l'ordre de les réveiller toutes les demi-heures, certes, sans autre but, sur quoi, en guise de paiement, ils racontent ce qu'ils ont rêvé. Après une nuit de sommeil, les nouvelles sont aussi indispensables que le premier déjeuner. Je cite. Dites-moi, je vous prie, n'importe ce qui a pu arriver de nouveau à quelqu'un, n'importe où sur ce globe. Fin de citation. Puis on lit par-dessus café et roulette qu'un homme a eu les yeux désorbités ce matin sur le fleuve Ouachito. Supplice pratiqué par les habitants de cette région. Sans songer un instant qu'on vit dans la ténèbre de l'insondable grotte de mammouth qu'est ce monde, et qu'on ne possède soi-même que le rudiment d'un œil. Pour ma part, je me passerai fort bien de poste aux lettres. Je la crois l'agent de fort peu de communication importante. Pour être exact, je n'ai jamais reçu plus d'une ou deux lettres dans ma vie. Je l'ai écrit il y a quelques années qui valussent la dépense du timbre. La poste à 2 sous est, en général, une institution grâce à laquelle on offre sérieusement à un homme pour savoir ce qu'il pense, ces 2 sous que si souvent on offre en toute sécurité pour rire. En Angleterre, quelqu'un semble-t-il rêveur s'il est d'usage de lui demander, à brûle-pourpoint en manière de plaisanterie, 2 sous pour savoir ce que vous pensez. Et je suis sûr de n'avoir jamais lu dans le journal aucune nouvelle qui en vaille la peine. Lisons-nous qu'un homme a été volé ou assassiné ou tué par accident, qu'une maison a brûlé, un navire fait naufrage, un bateau à vapeur explosé, une vache a été écrasée sur le Western Railroad, un chien enragé tué, ou qu'un vol de sauterelles a fait apparition en hiver. Que point n'est besoin de lire la réédition du fait. Une fois suffit, du moment que le principe nous est connu. Qu'importe une myriade d'exemples et d'applications? Pour le philosophe, toute nouvelle, comme on l'appelle, est commérage. Et ceux qui l'éditent aussi bien que ceux qui la lisent ne sont autres que commères attablés à leur thé. Toutefois, sont-ils un nombre qui se montre avide de ce commérage? Il y eut tel cohue l'autre jour, paraît-il, à l'un des bureaux de journal pour apprendre les dernières nouvelles arrivées de l'étranger, que plusieurs grandes vitres appartenant à l'établissement furent brisées par la pression, nouvelles qu'avec quelque facilité d'esprit on pourrait, je le crois sérieusement, écrire 12 mois, sinon 12 années à l'avance, sans trop manquer d'exactitude. Quelle nouvelle! Que plus important il est de savoir ce qui jamais ne fut vieux. Kiehu et Yu, grand dignitaire de l'état de Wei, envoya vers Confucius quelqu'un prendre de ses nouvelles. Confucius fit asseoir le messager près de lui et le questionna en ces termes. Je cite. « Que fait ton maître ?» Fin de citation. Le messager répondit avec respect. « Mon maître souhaite de diminuer le nombre de ses défauts, mais il ne peut jamais en venir à bout. » Le messager parti, le philosophe observa. « Quel digne messager! Quel digne messager !» Information de bas de page, les entretiens de Confucius, 14-25, philosophe confucianiste, 2009. Le prédicateur, au lieu de rebattre les oreilles des fermiers assoupis
en leur jour de repos à la fin de la semaine, car le dimanche est la digne conclusion d'une semaine mal employée, et non le frais et vaillant début d'une nouvelle. Avec cet autre lambeau de sermon, devrait crier d'une voix de tonnerre « Arrête, halte là, pourquoi cet air d'aller vite quand tu es d'une mortelle lenteur ?» Imposture et illusion passent pour bonne et profonde vérité alors que la réalité est fabuleuse. Si les hommes résolument n'avaient Dieu que pour les réalités, sans admettre qu'on les abuse, la vie, pour emprunter des comparaisons connues, ressemblerait à un conte de fées et au récit des mille et une nuits. Si nous ne respections que ce qui est inévitable et a droit à être respecté, musique et poésie retentiraient le long des rues. Aux heures de mesure et de sagesse, nous découvrons que seules les choses grandes et dignes sont douées de quelque existence permanente et absolue. Que les petites peurs et les petits plaisirs ne sont que l'ombre de la réalité. Celle-ci, toujours, est réjouissante et sublime. En fermant les yeux et sommeillant, en consentant à se laisser tromper par les apparences, les hommes établissent et consolident leur vie quotidienne de routine. Et d'habitude partout, qui encore est bâti sur des fondations purement illusoires. Les enfants qui jouent à la vie discernent sa véritable foi et ses véritables relations plus clairement que les hommes qui faillent à la vivre dignement, et se croire plus sages par l'expérience, c'est-à-dire par la faillite. Les hommes estiment que la vérité s'est retirée aux confins du système derrière la plus lointaine étoile, avant Adam et après le dernier homme. En l'éternité réside, ouida, quelque chose de vrai et de sublime. Mais tous ces temps, lieux et circonstances-ci sont maintenant et ici. Dieu lui-même est au zénith au moment où je parle, et ne sera jamais plus divin au cours de tous les âges. Et c'est seulement à la perpétuelle instillation comme inhibition de la réalité qui nous environne que nous devons être aptes à saisir tout ce qui est sublime et noble. L'univers répond constamment et dévotement à nos conceptions. Que nous voyagions vite ou lentement. La voie est posée pour nous. Employons donc nos existences à concevoir. Le poète ou l'artiste jamais encore n'eut si beau et si noble dessein que quelques-uns de sa postérité au moins ne puissent accomplir. Passons un seul jour avec autant de mûres réflexions que la nature, et sans nous laisser rejeter de la voie par la coquille de noix et l'aile de moustique qui tombe sur les rails. Levons-nous tôt et jeûnons, ou déjeunons, tranquillement et sans trouble, qu'arrive de la compagnie et s'en aille la compagnie, que les cloches sonnent et les enfants crient, résolus à en faire un jour. Pourquoi se rendre et s'abandonner au courant? Ne nous laissons pas renverser et engloutir par ce terrible rapide, ce gouffre que l'on appelle un dîner, situé dans les bancs de sable méridiens. Résistez à ce danger et vous voilà sauf, car le reste de la route va en descendant. Les nerfs d'aplomb, la vigueur du matin dans les veines, passez au pré, les yeux ailleurs, attachés au mât comme Ulysse. Si la locomotive siffle, qu'elle siffle, à en perdre la voie pour sa peine. Si la cloche sonne, pourquoi courir? Nous réfléchissons à quelque chose de musique. Nous réfléchissons à quelque sorte de musique elle ressemble. Halte! Et là, en bas, faisons jouer nos pieds et se frayer un chemin à travers la fange et le gâchis de l'opinion, du préjugé, de la tradition, de l'illusion, de l'apparence, cette alluvion qui couvre le globe à travers Paris et Londres, à travers New York et Boston et Concorde, à travers l'Église et État, à travers poésie et philosophie et religion, jusqu'à ce que nous atteignions un fond solide, des rocs en place, que nous puissions appeler réalité, et disons, voici qui est et qui est bien, sur quoi commencer, ayant un point d'appui. Les mots et expressions en français dans le texte original sont imprimés en italique et suivis d'une étoile noire placée en exposant. Au-dessous de la crue et du gel et du feu, une place où vous puissiez fonder un mur ou un état. Sinon, fixez en sûreté un réverbère, peut-être une jauge, pas un nilomètre, pas un réalomètre, en sorte que les âges futurs sachent la profondeur que, de temps à autre, avait atteint une inondation d'imposture et d'apparence. Si vous vous tenez debout devant le fait, l'affrontant face à face, vous verrez le soleil luire de ses deux surfaces à l'instar d'un cimeterre et sentirez son doux tranchant vous diviser à travers le cœur et la moelle, sur quoi conclurez heureusement à votre mortelle carrière. Vie ou mort, ce que nous demandons, c'est la réalité. Si nous sommes réellement mourants, écoutons le râle de notre gorge et sentons le froid aux extrémités. Si nous sommes en vie, vaquons à notre affaire. Le temps n'est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J'y bois.
mais tout en buvant, j'en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l'éternité demeure. Je voudrais boire plus profond, pêcher dans le ciel, dont le fond est caillouté d'étoiles. Je ne sais pas compter jusqu'à 1. Je ne sais pas la première lettre de l'alphabet. J'ai toujours regretté de n'être pas aussi sage que le jour où je suis né. L'intelligence est un fendoir. Elle discerne et s'ouvre son chemin dans le secret des choses. Je ne désire être en rien plus occupé de mes mains qu'il n'est nécessaire. Ma tête, voilà mains et pieds. Je sens concentrer là mes meilleures facultés. Mon instinct me dit que ma tête est un organe pour creuser, comme d'autres créatures emploient leurs groins et pattes de devant, et avec elles voudrais-je miner et creuser ma route à travers ces collines. Je crois que la plus riche veine se trouve quelque part près d'ici. Tel en jugeais-je, grâce à la baguette divinatoire et au filet de vapeur qui s'élève, or, ici, commencerai-je à miner. Voilà, vous venez d'écouter, excusez-moi, j'ai buté sur quelques phrases, parfois il y a des tournures un peu à l'ancienne, où voilà, les phrases sont un peu inversées, donc ça, je suis toujours un peu surpris par ça. C'était donc Où je vécus et ce pourquoi je vécus, de Henry David Thoreau, chez Folio Sagesse, et à la prochaine vidéo, on s'attellera à lire le passage, le petit chapitre lecture, qui est encore plus court. Là ça ne sera que maintenant des micro-chapitres qui doivent durer, je pense, en temps de lecture environ 15 minutes maximum. Parfois il y en aura peut-être même un qui va durer une seule minute. Par exemple le chapitre bruit qui vient après, je pense qu'on fera lecture et bruit en même temps. Voilà, je vais essayer sinon on fera peut-être juste 2-3 vidéos voilà, pour faire une conclusion ensuite. Mais déjà, vous voyez, on a lu la moitié, quoi. Un peu plus de la moitié, c'est ce côté-là que je bouge le plus épais. Donc ça va assez vite. En tout cas, je ne fais pas de commentaires sur cette vidéo. Vous me retrouverez sur la dernière vidéo conclusion pour qu'on puisse en parler entre nous. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du passage. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouveaux vlogs, des lectures, de la musique, des jeux de société, vous connaissez. Allez, ciao!